Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, adaptée par Jean Marcillac et réalisée par Abderrysquer, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, les 7 horloges. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. En cette soirée du 18 mai, je tiens à vous rappeler que c'est dans 4 jours, très exactement vendredi prochain 22, que sera célébré dans le monde entier le centenaire de la naissance du créateur, non seulement de Sherlock Holmes, mais aussi du brigadier Gérard, de Sir Nigel, du professeur Challenger et de tant d'autres héros qui illustrent son œuvre. L'imagination de Conan Doyle ne s'est pas limitée en effet au roman policier, mais elle a fait merveille également dans le grand roman historique, le roman d'aventure et même le roman de science-fiction. C'est le 22 mai 1859 à Édimbourg que naquit Conan Doyle. Il était fils d'un architecte irlandais, descendant d'une ancienne maison ducale de Bretagne. C'est là une hérédité qui pourrait expliquer les sentiments de vive amitié que Conan Doyle éprouva toujours à l'égard de notre pays. Il paraît que lorsque le petit Arthur Conan Doyle se promenait avec sa mère, on eût dit 2 enfants. À 26 ans, elle en paraissait à peine 16. À cette époque, lui en avait 5, mais elle le traitait en grande personne. En retour, il lui vouait une grande admiration dont il ne devait point se départir toute sa vie durant. Il n'était pas de meilleure façon pour la radiodiffusion-télévision française d'apporter sa contribution à ce centenaire qu'en mettant à ses programmes cette 2e série d'émissions sur les enquêtes de Sherlock Holmes. Nous sommes enchantés qu'elle rallie vos suffrages et nous tenons à remercier ici les nombreux correspondants et correspondantes qui nous ont écrit pour en témoigner, tout en les priant de nous excuser de ne pouvoir répondre personnellement à tous. Parmi ces témoignages, il en est un qui a tout particulièrement retenu notre attention, car il est signé Sherlock Holmes. Bien que, sachant que dans les dernières années de sa vie, Sir Arthur Conan Doyle fut un ardent défenseur et pratiquant des sciences psychiques, et que le spiritisme devint pour lui presque une religion, nous pensons cependant qu'il s'agit seulement d'un auditeur anglais humoriste qui a usé de la signature de notre héros. Sa carte, expédiée de Londres, est ainsi libellée. En anglais, bien entendu, en voici la traduction. Heureux d'être revenu sur France 2, meilleures amitiés et compliments. Signé Sherlock Holmes. Après tout, son créateur l'ayant bien fait mourir une fois pour le ressusciter, et le grand détective ayant prouvé ensuite, à l'exemple de Don Quichotte ou de D'Artagnan, qu'il était immortel, nous sommes parfaitement justifiés de conserver l'illusion que nous avons reçu un agréable message de l'au-delà. Et ce n'est pas le docteur Watson qui s'approche du micro pour vous conter l'histoire des 7 horloges qui me contredira. N'est-ce pas, docteur Watson? Certainement. Bonsoir, mes chers amis. Mon agenda en fait foi, c'est le mercredi 16 novembre 1887 que mon ami Sherlock Holmes fut consulté au sujet de l'homme qui vouait aux horloges une haine mortelle. Ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier, il faisait un froid glacial. Toute la matinée, un brouillard jaune avait collé aux vitres. Gaz et lampes à pétrole demeuraient allumées, ainsi qu'un bon feu. Et, à midi passé, le petit déjeuner n'était pas encore desservi. Sherlock Holmes était de très mauvaise humeur. Je le voyais à sa pipe, qu'il gardait éteinte pendant qu'il parcourait le journal. Vêtu de son éternelle robe de chambre grise, apparemment écossais et replié au fond de son fauteuil, il bougonnait. Rien. Absolument rien. Vous dites? Je dis qu'il ne se passe rien nulle part. Je vais me faire rembourser mon journal. Pas le plus petit crime? Non. Quelle époque. Regardez-moi ça. Un article de 2 colonnes consacré à la prochaine saison des courses. 3 lignes pour dire que pour la 12e fois, des nihilistes trament un noir complot contre le grand-duc Alexis à Odessa. Et tout un éditorial traitant de cette question passionnante, les vendeuses de magasins doivent-elles se marier? Oh, by Jove, mais où se cache l'étrange, le fantastique, l'extravagant? Parce qu'il peut apporter un minimum de couleur à la grisaille de cette vie. Je crois qu'on a sonné en bas. Oui, qui ça peut-il être? Nous nous précipitons à la fenêtre et nous arrivons juste pour voir repartir un luxueux coupé aux portières ornées d'un M majuscule. En bas, notre logeuse avait ouvert aux visiteurs qui montaient maintenant l'escalier. J'y vais. Et j'ouvris
à une ravissante jeune fille qui n'avait pas plus de 18 ans et qui portait une valise. Vous êtes Monsieur Sherlock Holmes? Non, mademoiselle, non, je suis le docteur Watson. Monsieur Holmes est dans le salon. Qui dois-je annoncer? Célia Forsyth. Il ne me connaît pas. Quand un instant plus tard, notre jeune visiteuse se fut assise en face de Sherlock Holmes, qui l'observait d'un regard aigu, il y eut chez elle une détente nerveuse. Oh, Monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Allons, mademoiselle, allons. Allons, remettez-vous. Oh, excusez-moi, je suis stupide. Que se passe-t-il donc? On m'a dit, Monsieur Holmes, que vous pouviez deviner le secret de vos visiteurs et le but de leur démarche avant qu'ils n'aient dit un seul mot. On surestime mes qualités, mademoiselle. À vous voir, je ne déduis absolument rien. Sinon, que vous êtes demoiselle de compagnie, que vous voyagez rarement, mais que vous venez de rentrer d'un séjour en Suisse. Oh, c'est exact. Mais comment devinez-vous cela? Enfantin. Bien qu'elle ne soit pas neuve, votre valise n'est ni usée ni défraîchie par de nombreux voyages. Et je vois sur le côté une étiquette, Hôtel Splendide, Grindelwald, Suisse. Ah, mais cela n'indique en rien que je suis demoiselle de compagnie. Non, mais je l'ai vu à d'autres détails. D'abord, bien que d'un goût très sûr, vos vêtements ne sont ni neufs ni d'étoffe coûteuse. Cependant, vous êtes descendu dans l'hôtel le plus cher de Grindelwald. Et vous êtes venu ici dans un coupé de luxe dont le M majuscule sur la portière ne correspond en rien aux initiales CF marquées sur votre valise. Enfin, votre jeunesse ne vous permettant pas encore les fonctions de gouvernante, j'en conclus que vous êtes demoiselle de compagnie. Merveilleux. Je suis en effet depuis 1 an la demoiselle de compagnie de Lady Mahoney, de Groxton-Low Hall, dans le Surrey. Eh bien, parfait. Tout ceci étant dit, quel est le but de votre visite? Je viens vous voir au sujet d'un jeune homme. Ah. Que veut dire ce haha, Monsieur Holmes? Ne voyez dans cette interjection, mademoiselle, qu'une marque d'intérêt pour un garçon qui occupe toute votre pensée. Toute ma pensée, mais à quoi voyez-vous cela? Un certain rose qui a subitement coloré vos joues et vous auriez tort de vous en défendre. Décidément, rien ne vous échappe. C'est mon métier, mademoiselle. Poursuivez. Eh bien, le jeune homme dont je viens vous parler s'appelle Charles. Grâce à Dieu, il n'est pas fou, heureusement. Mais il y a cependant chez lui quelque chose d'étrange. Ah oui? Quoi donc? Il ne peut pas supporter la vue d'une horloge. D'une horloge? Oui. Au cours de ces 15 derniers jours, et sans motif explicable, il s'est comporté bizarrement vis-à-vis de 7 horloges, dont 2 fois sous mes propres yeux. Voilà qui est amusant. Ah, ben, personnellement, je ne trouve pas. Vous connaissez ce garçon depuis longtemps? Depuis les vacances. Je dois vous dire que mes parents sont morts il y a 18 mois et que grâce à l'éducation et l'instruction qu'ils m'ont donnée, j'ai trouvé assez vite cette place de demoiselle de compagnie auprès de Lady Mahoney, qui, bien qu'assez austère et de la vieille école, s'est toujours montrée vis-à-vis de moi d'une grande bonté, d'une extrême gentillesse. Pour cet été, c'est elle-même qui m'a proposé de m'emmener en Suisse, pensant qu'à cette époque de vacances, ma vie à Groxton-Low Hall ne serait pas gaie. Et c'est dans le train entre Paris et Grindelwald que nous avons fait la connaissance de Charles Hendon. De quelle façon? Eh bien voilà, nous étions tous les 3 seuls dans un compartiment de première. À un moment donné, il s'est levé, s'est incliné devant Lady Mahoney et lui a demandé la permission de baisser la vitre. Elle y a consenti, et tandis que j'étais, pendant un arrêt, allée chercher de l'eau minérale, quand je suis revenue, ils bavardaient tous deux comme de vieux amis. Lady Mahoney m'a présenté à Charles, et jusqu'à Grindelwald, le voyage s'est passé le plus agréablement du monde. Nous descendons tous 3 à l'hôtel Splendide. Charles est reçu comme un hôte de marque et il nous demande de dîner avec lui dans une salle à manger privée. Nous descendons de nos chambres à 7 heures et nous nous mettons à table. N'êtes-vous pas trop fatiguée, mesdames? J'étais si contente des yeux éblouis de ma petite Célia devant tant de beaux paysages que, ma foi, je n'ai pas songé à mes rhumatismes. Admirable pays, n'est-ce pas, mademoiselle? Oh, surtout pour moi, qui n'avais jamais quitté Sheffield. Je connais par ici des promenades qui m'inclinent à penser que la Suisse est le plus beau pays du monde. Si Lady Mahoney le permet,
Dès demain, j'aimerais vous montrer un certain panorama dont je ne lasserai probablement jamais. Je vous y autorise volontiers. Mais qu'avez-vous? Je voudrais bien savoir ce qu'il y a derrière ces plantes vertes. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a? Ah, parbleu, une horloge. Qu'avez-vous? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Mais enfin, monsieur Enden, mais pourquoi avez-vous brisé cette horloge? Ah, ne vous inquiétez pas, mon cher directeur, je vous prie encore de m'excuser. Quelle que soit sa valeur, vous aurez l'obligeance de la porter sur ma note. Bien, monsieur. Maître d'hôtel. Oui, monsieur. Veuillez enlever ces débris et faire réparer cette chaise. Bien, monsieur. Lady Mahoney et moi, nous étions abasourdis. Trep, le valet de chambre personnel de Charles qui l'accompagnait en voyage, était accouru et il aidait le maître d'hôtel à ramasser les restes de l'horloge. Il avait l'air profondément gêné et même, il faut bien le dire, assez honteux du comportement de son maître. Et le dîner continua? Oui, et l'incident fut vite oublié. Pendant 2 jours, Charles se montra d'une parfaite sérénité. Nous prenions nos repas ensemble dans cette même salle à manger qui nous avait été réservée et dont la cheminée demeurait maintenant cachée par un haut paravent, afin de dissimuler le bas de la glace qui avait été brisée elle aussi. Ce jour-là, Charles arriva un peu en retard pour le déjeuner. Oh, je suis navré. J'espère que vous avez commencé sans moi. Bonne promenade? Ah, mesdames. Un enchantement. Ah non, maître d'hôtel, merci. Je préférerais un peu de champagne. Du 68, si vous en avez. Chère mademoiselle Célia, croyez-moi, levez-vous tous les matins de très bonne heure et allez respirer à plein poumon sur cette neige qui scintille au soleil. Ah, je ne connais rien de plus exaltant. Si vous voulez, je vous attendrai demain matin dès 8 heures. À cette heure-là, monsieur, je prends le breakfast avec Lady Mahoney. Ah oui. Pour une fois, vous m'abandonnerez, mon enfant. Oh, je vous remercie, madame. Je vous en suis moi aussi infiniment reconnaissant, madame. Mais... Ah ça, mais... Mais qu'avez-vous? Écoutez. Quoi donc? Mais ce tic-tac! Mais ma parole, on a apporté ici une nouvelle horloge? Ah, qu'est-ce que je disais? Ce fut la même scène que 2 jours auparavant. Quand il eut démoli l'horloge que le matin même, en effet, on avait posée sur la cheminée à la place de l'ancienne, Charles retrouva son calme, déclara en souriant qu'il paierait largement le prix, et le déjeuner continua. J'étais navrée d'une manie si anormale chez un garçon qui paraissait très équilibré, et dans l'après-midi, j'eus une conversation avec Trep, son valet de chambre. Je suis comme mademoiselle, je n'arrive pas à m'expliquer cette aversion de monsieur pour les horloges. D'ailleurs, il ne les brise pas toujours. Parfois, il les enterre ou il les cache dans les armoires. Dans les armoires? Oui, mademoiselle. Et cela lui arrive souvent? Il a brisé les 2 de l'hôtel, il en a caché 5. Ah. A-t-il consulté un médecin? Non, je ne crois pas. Mais mademoiselle ou Lady Mahoney devrait le lui conseiller. Et 4 jours plus tard, se produisait un dernier événement insolite. Il a encore cassé une pendule? Non. Nous étions à l'hôtel, dans le petit salon de l'appartement de Lady Mahoney. Là, il y avait un piano, et pour elle et Charles, j'avais pris l'habitude de jouer un peu après le thé. Entrez. Une lettre pour monsieur. Oh, excusez-moi, madame. Merci. Vous permettez? Je vous en prie. Oh, par exemple. Pardonnez-moi encore, madame. Venez vite, Trep, venez. Quand nous sommes descendus une demi-heure plus tard, on nous dit que Charles venait de quitter l'hôtel avec son valet de chambre et tous ses bagages, et qu'il n'avait laissé ni adresse ni aucun message pour nous. Voici de cela 6 jours. Depuis, aucune nouvelle de lui. Avez-vous remarqué le timbre qu'il y avait sur l'enveloppe?
Oui, c'était un timbre étranger. Votre question, d'ailleurs, m'étonne singulièrement dans votre bouche. Ah oui, pourquoi? Écoutez, monsieur Holmes, je vous demande d'être aussi franc et aussi sincère envers moi que je viens de l'être envers vous. Que lui avez-vous écrit dans cette lettre? Vous me permettez d'allumer cette pipe? Que lui avez-vous écrit? Ne niez pas, j'ai vu votre signature, c'est pourquoi je suis ici. Mon Dieu, mademoiselle, dans certains cas, il ne faut pas répondre à la légère, et moi j'ai encore une question à vous poser. Laquelle? Est-ce que Lady Mahoney a conservé son amitié à Monsieur Charles Hendon? Oui. Aussi curieux que cela paraisse, elle lui était même devenue très attachée. À plusieurs reprises, je l'ai entendu l'appeler Alec. Un petit surnom qu'elle lui avait inventé, Dieu sait pourquoi. Tout cela est parfait. Je serais ravi de tirer cette histoire au clair. Vous rentrez tout de suite à Crockston. Oui, mais monsieur Holmes, je serais d'abord contente de connaître vos conclusions. Cette disparition subite de Charles, cette manie de casser les horloges, que pensez-vous de tout cela? Et dans quel but lui avez-vous écrit? Revenez ici dans 8 jours exactement à 9h du soir. À ce moment-là, je pense pouvoir vous dire quelque chose d'utile. Au revoir, mademoiselle. Où est-il allé? Dans sa chambre. Est-ce que vous voyez, il n'a plus rien à vous dire. Quel drôle de bonhomme. Le tout est de s'y habituer, mademoiselle. Mais croyez-moi, vous pouvez avoir en lui une entière confiance. J'espère. Au revoir, docteur. Au revoir, mademoiselle. Et à dans 10 jours. Sans reproche, mon cher Holmes, vous auriez pu prendre congé plus gentiment de cette pauvre jeune fille. Bon apôtre, vous vous attendrissez parce qu'elle est jolie. Encore heureux que vous l'ayez remarqué, pour un célibataire à tout craint. Et maintenant, serait-il indiscret de vous demander pourquoi vous avez écrit à ce démolisseur de pendules? Moi? Je ne lui ai pas écrit. Comment ça, vous ne l'avez pas écrit? Ce n'est pas la première fois qu'on se sert de mon nom pour attirer les gens dans un guet-apens. Vous croyez que ce garçon est tombé dans un piège? Je ne crois rien du tout. Je vous avise en tout cas que je pars dès ce soir pour le continent. Pour la Suisse? Je n'ai rien à faire en Suisse. La piste s'étend beaucoup plus loin. Ah oui? Alors, où allez-vous? La curiosité vous perdra, mon cher Watson. Mais enfin, Holmes... On vous a exposé les faits comme à moi. Vous connaissez mes méthodes, alors. Concluez. Là-dessus, il me tourna le dos. Furieux, j'allais fumer des pipes dans le salon en lui chipant du tabac dans un de ses paquets, qui, comme par hasard, traînait au fond d'une pantoufle. 1 heure plus tard, Sherlock Holmes sortait de sa chambre vêtu d'une longue cape d'Inverness et d'une casquette de voyage. Il posa sa valise. Un dernier mot, Watson, puisque vous ne semblez pas visité par la lumière. Moi? Oui, rappelez-vous que M. Charles Hendon ne supporte pas... Ah oui, les horloges, ça je sais. Oui, je ne crois pas que ce soit les horloges même qu'il est en aversion. Pensez aux 5 autres qu'il aurait rangés dans les armoires sans les pulvériser. Et alors? Oui, alors pensez-y. À mercredi prochain, Watson, 9h du soir, quand cette pendule sonnera, à moins que vous ne l'ayez démolie d'ici là. Le mercredi suivant, une longue tournée de malades risqua fort de me mettre en retard. Mais ma hâte de connaître la clé du mystère me fit arriver devant notre maison de Baker Street comme 9 heures sonnaient à Westminster. Les fenêtres étaient allumées et j'aperçus la longue et mince silhouette de mon ami Sherlock Holmes qui passait et repassait derrière les stores. Je grimpai 4 à 4 et trouvai éparpillé dans le salon sa cape, sa casquette et sa valise. Ce voyage ne lui avait pas appris l'ordre. Ah, Watson. Ah, content de votre randonnée? Du tout. J'avais cru devoir me rendre directement dans une certaine ville européenne, j'y suis allé, et j'en suis revenu dans un temps record. Et alors? Bien qu'il ait eu très peur, ce Hendon n'est pas dépourvu de finesse. À peine avait-il quitté la Suisse qu'il a deviné que la lettre était un piège. À un moment, j'ai retrouvé sa trace, puis je l'ai perdue.
Ça, ce doit être mademoiselle Forsyth. Oui, je vais ouvrir. Entrèrent en effet la ravissante Célia, suivie d'un homme petit, fluet, coiffé d'un chapeau melon et dont le visage glabre était encadré de ces favoris courts qu'on appelle côtelettes. Bonsoir, messieurs. Permettez-moi de vous présenter Trepp, le valet de chambre de Charles. Messieurs, Bonsoir. Car je vous le dis tout de suite, monsieur Holmes, Charles est en Angleterre, Où ça? à Groxton. Il est venu nous demander asile. Oh, j'aurais dû vous envoyer un télégramme, mais Lady Mahoney me l'a interdit. Ah. Ce soir, Trepp avait affaire à Londres. Nous avons voyagé ensemble et quand il a su que je venais vous voir, il m'a demandé s'il serait indiscret de m'accompagner. veuillez m'excuser, monsieur Holmes, mais vous comprenez, votre réputation... Je suis si content que vous vous intéressiez à mon maître. J'ai tellement hâte de savoir si vous avez pu apprendre quelque chose. Trop peu, hélas, mon pauvre Trepp. Mais dites-moi, mademoiselle, la propriété de Lady Mahoney, où se trouve maintenant Charles Hendon, est assez isolée, je suppose. Elle l'est complètement, monsieur Holmes. Cela vaut mieux, n'est-ce pas? Watson. Oui. Passez-moi la grande carte du Surrey. Où ça? Sous la table, là-bas, au milieu de mes éprouvettes. Oui. Oh, quel fouillis. Mais quel fouillis, hein. Ah, ça voilà. Tenez. Merci. Déplions-la. Regardez cette région, Watson. Vous voyez, c'est bien ce que je pensais, idéal pour un crime. Quelle imprudence. Vous voyez, c'est la pleine campagne, rien que des champs et des bois. Tenez, voilà Groxton Low Hall. La gare la plus proche est à 5 kilomètres. Ah, mademoiselle Célia, en recueillant ce pauvre Charles, vous avez assumé là une lourde responsabilité. Mais moi, personnellement, monsieur Holmes, je ne suis pour rien dans cette décision. Il y a même là un mystère qui me rend presque folle. Impossible d'obtenir de Charles ou de Lady Mahoney le moindre mot d'explication. Et si Trepp est à Londres en ce moment, c'est pour remettre de la part de son maître une lettre à un mystérieux destinataire. Quand il lui a donné cette lettre, Charles lui a recommandé de n'en parler à personne. Pas même à moi. Comment savez-vous cela, mademoiselle? J'étais dans la pièce voisine, j'ai tout entendu. Et comme nous avons intérêt à ne rien cacher à monsieur Holmes, je vous supplie, Trepp, de lui montrer cette lettre. Non, à personne, mademoiselle. Monsieur a été formel. Montrez-moi seulement l'enveloppe, je veux simplement savoir le nom du destinataire. Excusez-moi, monsieur, mais je ne le peux pas. Écoutez-moi bien, Trepp. Sachant qui je suis, vous n'ignorez pas que dans ma vie, des gens beaucoup plus forts que vous ne m'ont pas résisté. Je sais, monsieur. Alors montrez-moi cette enveloppe et vite. Je vais être mis à la porte, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Pour la dernière fois, montrez-moi cette enveloppe, sinon le docteur Watson et moi, nous vous la prenons de force dans votre poche. Si monsieur envisage la violence... Ah, voilà. Merci. Ouais. Oui, c'est bien ce que je pensais. Elle est adressée au directeur de Scotland Yard, mais cette enveloppe est gravée au chiffre de... Oui, j'avais vu juste. Allez porter cette lettre à son destinataire, Trepp. Mais laissez-nous la voiture, car nous allons en avoir besoin. Bien, monsieur. Maintenant, Watson, voulez-vous regarder l'heure des trains dans l'indicateur? Oui. Dites-moi, êtes-vous armé? Oui, j'ai ma canne. Votre canne? Prenez votre Webley 320 avec des cartouches numéro 2. Oh, vous croyez que Charles est en danger à ce point? Oui. Il y a des trains fréquents pour la gare de Groxton qui est bien, comme vous l'avez dit, à 5 kilomètres du château. En réalité, il y en a un dans 20 minutes. Alors vite. Mais ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre. Et comment cela? Mais cet après-midi, j'ai décidé Lady Mahoney à faire appel à vous et elle m'a demandé de prendre le train de 10h25, qui est le dernier. Elle nous attendra à la gare avec la voiture. Bien. Alors, allons-y. Il y avait beaucoup de verglas et de justesse que nous eûmes le train. Pendant le voyage, Sherlock Holmes demeura silencieux dans son coin. Le mauvais éclairage faisait saillir son profil d'aigle aux lignes fines et aiguës. Dehors, la lune brillait, ronde et froide. Il était près d'11h30 quand nous descendîmes à une petite gare. Tout autour, le village dormait.
Un landau ouvert, attelé de 2 chevaux, nous attendait. Le cocher se tenait tout droit, immobile sur le siège. Une vieille dame, assise à l'arrière, nous regardait approcher sans faire un geste. Monsieur Holmes. Oui, madame. Et cet autre gentleman est, je suppose, le docteur Watson. Oui, madame. Prenez place tous les trois. Voici des couvertures de fourrure. Allez-y, Watson. Par une nuit si froide, je regrette de vous offrir une voiture découverte, mais mon cocher a comme moi la passion de la vitesse, et il a cassé l'essieu de la voiture fermée. Au château Billings. Oh, il va comme le vent. Je suis une très vieille femme, docteur, mais j'ai gardé les habitudes de ma jeunesse. Et j'ai été jeune à une époque où l'on conduisait vite. On vivait très vite également. Et la mort, madame, était-elle aussi rapide que celle qui pourrait surprendre cette nuit votre jeune protégé? Je vois, monsieur Holmes, que nous nous comprenons fort bien, vous et moi. J'en suis certain, madame. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Soyez tranquille, il est en toute sécurité. Le château est bien gardé et l'on fait des rondes dans le parc. Aucun attentat ne peut être commis contre lui. Madame, excusez-moi d'être aussi direct, mais regardez cette pauvre jeune fille assise à vos côtés. Ayez un peu pitié d'elle. Bon, comprenez qu'elle est anxieuse de savoir enfin qui est Charles Hendon, pourquoi il déteste les horloges et pourquoi sa vie est en danger. Merci, docteur. De tout cela, vous n'avez pas la moindre idée, Watson? Non, tout ce que je peux dire, c'est que ce garçon fait des éclats en public et que ce n'est pas le fait d'un véritable Anglais. Bravo! Charles Hendon, en effet, n'est pas un Anglais. Comment, mais il parle l'anglais à la perfection? Parce qu'il appartient, mademoiselle, à une haute société où l'on parle l'anglais et le français avec autant de pureté que la langue maternelle. De quelle société voulez-vous parler? D'une cour impériale d'Europe. Vous rappelez-vous, Watson, que quelques instants avant la visite de mademoiselle Forsyth à Baker Street, je vous ai lu diverses rubriques de mon journal qui me paraissaient parfaitement inintéressantes. Oui. Entre autres, quelques lignes annonçant que les nihilistes de la Russie impériale étaient soupçonnés de comploter contre la vie du grand-duc Alexis à Odessa. Oui, je m'en souviens très bien. Or, ce qui m'a fait dresser l'oreille, c'est ce curieux surnom que donnait Lady Mahoney à Charles Hendon. Mais oui, Alec. C'est donc le diminutif d'Alexis. Ce ne pouvait être qu'une coïncidence, mais si nous considérons des faits relativement récents, nous nous souvenons que le tsar fut tué en 1881 par l'explosion d'une bombe à la dynamite et que le tic-tac de la bombe fut couvert par la musique d'un piano. Oui. Car s'il y a des bombes qui éclatent par le feu d'une mèche, il en est qui sont déclenchées par un mécanisme d'horlogerie dont seul le tic-tac trahit la présence. Et voilà pourquoi ce garçon ne pouvait pas supporter la vue d'une horloge. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était son tic-tac. Lorsque devant ces dames, il a démoli 2 horloges, il ne les avait pas vues. La première était cachée par des plantes vertes et la seconde par un paravent. Il n'en avait entendu que le tic-tac qui, pour lui, était très significatif. De toute évidence, se sentant menacé par les nihilistes, le sachant, il ne songeait qu'à briser le déclenchement d'une bombe toujours possible. Mais je le comprends. Parvenu à ses conclusions dès la première visite de mademoiselle Forsyth, il me semblait évident que la fameuse lettre était un piège destiné à faire revenir le grand-duc à Odessa. Mais il a eu des doutes, et il est allé en Angleterre demander asile à Lady Mahoney. Je n'y ai pas songé tout de suite, mais dès le début, j'étais certain qu'une dame de notre aristocratie n'aurait jamais lié conversation dans un compartiment de chemin de fer avec un jeune homme qui n'aurait pas été, selon l'expression même de mademoiselle Forsyth, son vieil ami. Je sous-estimais vos qualités, monsieur Holmes. J'ai connu en effet Alexis à Saint-Pétersbourg, quand il n'était encore qu'un petit garçon en costume marin. Votre mari, madame, était là-bas premier secrétaire d'ambassade, n'est-ce pas? Oui. À Odessa, où j'étais encore il y a 4 jours, j'ai appris aussi quelque chose de fort intéressant. Quoi donc? Le nom de l'agent des nihilistes chargé de l'exécution du grand-duc. Allons donc. Je vous répète que le château est gardé, qu'on fait des rondes dans le parc. Un renard, madame, peut échapper aux chiens. Et il n'y a pas seulement que les gardes. À cette heure-ci, monsieur Holmes, notre pauvre Alec est assis dans une pièce au vieux mur très épais et sa porte est fermée à double tour de l'intérieur. Les fenêtres ont des barreaux si serrés que personne ne pourrait y passer une main. Mais la cheminée? Elle a une hotte dont l'ouverture est si petite que personne ne pourrait y descendre. Et de plus, le feu est allumé. Ouais. Et le toit? Soyez tranquille. Lui aussi est sous bonne garde. Après avoir porté une lettre au chef de Scotland Yard, le valet de chambre d'Alec, son fidèle Trepp, est rentré par un train qui précédait le nôtre. Et c'est lui qui monte la garde sur le toit. Trepp? Trepp est sur le toit? Cocher! Vite! Vite! Plus vite! Qu'est-ce qui vous prend? Il me prend, madame, que Trepp n'est pas le véritable nom de ce valet de chambre. Son nom est Trepoff, et il n'est pas plus valet de chambre que moi. C'est bien lui, n'est-ce pas, mademoiselle, qui vous a raconté l'histoire des 5 autres horloges? Oui.
pure invention. Il voulait faire passer Charles Hendon pour un fou. Cacher une horloge contenant une bombe chargée dans une armoire aurait été de la démence. Vous pensez bien que le grand-duc Alexis ne l'aurait jamais fait. Mais ce Trepov a dû cependant avoir 100 occasions de le tuer avec un poignard ou du poison sans courir à une bombe. Mais la bombe, Watson, c'est entre toutes l'arme spectaculaire. Les révolutionnaires l'emploieront toujours. Il faut que leurs victimes soient anéanties sous un tas de décombres afin que le monde n'ignore rien de leur propre puissance. Mais la lettre à Scotland Yard... Mais vous pensez bien que Trepov l'a jetée dans un égout. C'est épouvantable. Mon Dieu! Nous voici arrivés, je crois. Le château était une demeure assez basse, qui datait du temps des rois Jacques, construite en briques rouges avec des fenêtres à meneaux et un toit plat. Nous sautâmes hors de la voiture et Lady Mahoney donna de brèves instructions à un groupe de domestiques. Voilà, vous reviendrez tout à l'heure. Watson, venez vite. Grimpons tout de suite sur le toit. Par ici, monsieur Holmes. Je vais vous montrer le chemin. Voilà. Impossible de monter plus haut, mais avec cette échelle par cette lucarne, vous atteindrez le toit. Parlons bas. Vous avez votre revolver, Watson? Oui. Armez-le. Voilà. Bien. Maintenant, grimpons. Dieu vous protège. Bientôt, l'air froid nous fouetta le visage. Nous rampâmes avec précaution sur le toit plat. Tout autour de nous, il y avait des cheminées, des souches hautes qui se dressaient comme des fantômes, des tuyaux noircis par la fumée qui entourait une grande coupole de plomb, brillant comme de l'argent sous la lune. Tout au bout, là où le faîtage d'un vieux pignon montait vers le ciel, une forme noire semblait accroupie au-dessus d'une cheminée. C'est lui. Trepov. Oui. Vous croyez? La forme a bougé. Approchons-nous doucement. Rampons. Non, non, surtout pas de bruit. Vous avez entendu? Oui. Non, ce n'est rien, c'est une chouette. Regardez plutôt la forme au-dessus de la cheminée. Elle a encore bougé. Vous avez raison. C'est lui. Attention, il enflamme une allumette. Il met le feu à la bombe. Tirez, Watson, tirez! Touché! Trop tard! Vous êtes blessé, Watson? Non, mais la déflagration m'a un peu secoué. Et vous? Ça va à peu près. Vous avez vu, toute la cheminée s'est soulevée. Et elle a monté en l'air comme un pilier de feu. Ah oui, j'ai eu l'impression que le toit se cabrait sous nos pieds. Watson, venez! Venez voir! Qu'est-ce que c'est? Regardez. Le cadavre de Trepov. Il a reçu le souffle de la bombe en haut de la cheminée. Dieu ait son âme. Maintenant, descendons vite, mais je crains bien que le grand-duc n'ait subi le même sort. Le palier du premier étage était envahi par une fumée âcre. Nous courûmes vers les débris d'une porte qui avait volé en éclats. C'était celle de la chambre où s'était enfermé le grand-duc Alexis. Ce qui avait été une imposante cheminée n'était plus qu'un grand trou sous les restes calcinés d'une lourde hotte de pierre. Le feu de la grille avait été projeté dans la pièce et l'air était empuanti par le tapis qui brûlait. Holmes s'élança dans la fumée et je le vis plonger sous les débris d'un piano. Vite, Watson, il vit encore. Moi, je ne peux plus rien. Vous pouvez tout. Il était temps. Jusqu'à l'aube, le jeune duc oscilla entre la vie et la mort dans la chambre où nous l'avions transporté. Enfin, quand le soleil se leva au-dessus du parc, je notai que le coma faisait place à un sommeil normal. Je vous en supplie, docteur, dites-moi la vérité. Espérez-vous le sauver? Oui, mademoiselle, oui, il n'a que des blessures superficielles, mais la secousse à elle seule aurait pu lui être fatale. Non, maintenant qu'il dort, il vivra. Et votre présence à son chevet ne fera que hâter sa guérison. Oh, alors j'y resterai jour et nuit. Bien sûr. Quant à nous, Watson,
Au cas où vous raconteriez cette aventure, ayez l'honnêteté, je vous prie, d'en porter le crédit à qui de droit. C'est-à-dire à vous? Non, mais aux bons vieux artisans du roi Jacques qui ont fabriqué une hotte de cheminée d'une telle résistance qu'ils ont évité à un grand-duc de Russie d'avoir la tête arrachée des épaules. Une raison de plus, n'est-ce pas, pour nous faire aimer le travail bien fait. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Les 7 horloges, adapté par Jean Marcillac d'une nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, Pierre Mondy, Dr Watson, et Bernard Voringer, Teddy...